de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'était comme... ça peut pas arriver. C'est des choses... C'est quoi, ça? C'est des choses qui arrivent dans des films. Il serait parti 5 minutes plus tard, puis ça serait pas arrivé. Est-ce qu'on peut prévenir ça? Un accident, c'est si vite arrivé. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé puis Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, est-ce un accident? Je pense que ce groupe de jeunes-là avait pas une problématique de violence particulière. Quelques-uns de ces jeunes-là, oui, faisaient de l'attitude, se donnaient un air de bum, mais c'était pas des jeunes criminels. Le dimanche 6 décembre 2009, à Québec, Kevin Duquet, un adolescent de 17 ans, monte dans un autobus accompagné d'amis. On venait de se faire envoyer un petit message MSN, puis je le taquinais, fait que j'ai dit viens donc souper à la maison et tout ça. Fait qu'il me dit non, fait que là, je lui demande pourquoi, puis là, je voyais bien des petites réactions d'adolescent. J'ai su que s'était fait une nouvelle petite copine puis qu'elle allait le rejoindre vers 4h ou 5h. Fait que moi, j'ai suggéré, j'emmène ta petite copine, tu sais. Ça n'a pas marché, mon affaire. Donc, vers 4h, j'ai dit, rappelle-moi puis dis-moi si tu viens avec ou pas. Kevin et ses amis prennent place à l'arrière de l'autobus, où se trouve Jonathan Dulac, un jeune homme de 19 ans. Pendant le trajet, une banale dispute se déclenche entre la bande de Kevin et Jonathan. Mais à leur sortie de l'autobus, l'incident tournera à la tragédie. Vers 16h, le 6 décembre 2009, le service de police de Québec reçoit un appel d'urgence. Une personne est grièvement blessée au terminus d'autobus Les Saules. Immédiatement, quand le service de police reçoit un appel comme ça, c'est les patrouilleurs qui sont attitrés au secteur, qui se rapprochent les premiers et qui vont voir l'événement, qu'est-ce qui est arrivé entre autres. Des policiers se dépêchent sur les lieux et découvrent un jeune homme étendu par terre. Dans la confusion, des témoins tentent de leur raconter ce qu'ils ont vu. Les personnes croient que la victime a reçu un coup de couteau dans les jambes au niveau des artères parce que ça saigne abondamment. Et c'est par la suite que la victime s'affaisse sur le sol. Et là, les personnes disent qu'elle est tombée inconsciente. Les ambulanciers transportent le blessé au centre hospitalier de l'Université Laval à Québec. Par la suite, les policiers sur les lieux, leur devoir, c'est de protéger la scène de crime. Donc, eux font un périmètre pour s'assurer que la scène ne soit pas contaminée par des personnes qui n'ont pas d'affaires là inutilement. Et également de conserver les éléments de preuve qui leur sont montrés et de conserver les témoins qui sont sur les lieux, qui ont vu certaines choses, pour qu'ils soient par la suite rencontrés par les enquêteurs ou par d'autres policiers là, pour obtenir leur version des faits. Avec les différents témoignages recueillis, les enquêteurs parviennent à établir les profils des protagonistes impliqués dans l'affaire. Kevin Duquet et Jonathan Dulac. Jonathan Dulac est né le 28 janvier 1991. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Son père travaille dans le domaine de l'aviation et sa mère fait carrière dans l'armée canadienne. Ils inculquent à Jonathan et à ses sœurs le respect d'autrui dès leur plus jeune âge.
Jonathan profite d'un amour inconditionnel et d'une attention soutenue, ce qui lui procure un grand sentiment de sécurité. Mais l'enfant est brutalement confronté à une autre réalité dès qu'il entre à l'école. Des fois, il arrivait à la maison, il manquait des crayons, il manquait des effaces. C'est pas grave, on en redonnait d'autres, puis je me disais, il s'amuse avec ses amis. À l'école primaire, des jeunes semblent identifier Jonathan comme une cible idéale. À un moment donné, il est arrivé, il n'y avait plus d'étui à crayon. J'ai demandé, qu'est-ce que je sais que tu perds des affaires, mais là, les étuis à crayon. Ah, il dit, il y a quelqu'un qui ils se l'ont tiré, puis ils ont commencé à se le passer dans le passage, puis j'ai jamais revu mon étui. Bon, c'est des petites choses, peut-être un peu anodines, mais si ça arrive tous les jours. Une des techniques des intimidateurs est de mettre au défi leurs victimes de porter plainte à la direction de leur école ou à leurs parents. Le silence de ces derniers encourage ainsi les élèves mal intentionnés à augmenter la fréquence et l'intensité de leur harcèlement. Jonathan, il a bien caché ses ressentiments quand il était plus jeune parce que, sincèrement, je l'ai pas assez détecté. Puis pourtant, souvent, j'ai demandé à mes enfants, souvent, est-ce qu'il y a de l'intimidation à l'école? Est-ce qu'il y en a qui vous font peur? Est-ce qu'il y en a qui vous disent quelque chose? Régulièrement, s'il y a quelque chose, il faut qu'on le dise. Malgré leur vigilance, les parents de Jonathan ne se doutent pas que leur garçon est victime d'intimidation. Durant les années suivantes, Jonathan et sa famille déménagent à plusieurs reprises. De nouvelles adresses et de nouvelles écoles qui offrent autant de nouveaux départs pour le jeune garçon. Mais le manège se poursuit. Même s'il n'est pas quotidiennement soumis à l'intimidation, chaque matin, Jonathan se lève maintenant avec l'appréhension de ce qui l'attend à l'école. Il y a plusieurs sortes de victimes d'intimidation. Il y a des victimes qui vont en parler, il y a des victimes qui n'en parleront pas. Dans le cas de Jonathan, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en a pas parlé à sa mère. On peut penser que c'est à ce moment-là un enfant qui, lorsqu'il a été victime d'intimidation, avait lui-même l'impression qu'il la méritait. Ou il avait lui-même l'impression qu'on pouvait facilement rire de lui parce qu'il y avait des choses chez lui, soit physiquement, soit dans sa personnalité, qui pouvaient amener le rire d'autrui et dont lui-même n'était pas fier. Avec le temps, l'intimidation dont Jonathan est victime s'accentue et prend une nouvelle forme. À une occasion, il est contraint de participer à une activité où il se fait humilier. Ses camarades d'école l'invitent à prendre part à Vérité ou Conséquence, un jeu cruel où, tour à tour, les participants doivent choisir entre répondre à une question embarrassante ou relever une épreuve pénible. Mis sous pression, il doit toujours choisir la conséquence. Les jeunes frappent alors Jonathan, qui devient la risée de tout le monde. D'en parler avec sa mère, c'était reconnaître qu'il y avait quelque chose qui était risible. Alors, pour se protéger, et c'est complètement le contraire qui s'est passé, mais il a cherché à se protéger en ne racontant pas qu'on avait ri de lui. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a pu faire en sorte que la situation perdure. Une dizaine d'années plus tard, en ce jour fatidique du 6 décembre 2009, Jonathan, alors âgé de 19 ans, monte dans un autobus. Les souvenirs de son enfance semblent lointains dans son esprit. Un groupe de jeunes intimidateurs raviveront pourtant ses pires craintes. Reconnaîtront-ils en lui la cible qu'il a toujours été? Jonathan Dulac sera-t-il à nouveau victime? En 2009, après avoir été marqué par l'intimidation durant son enfance, Jonathan Dulac, maintenant âgé de 19 ans, prend place à l'arrière d'un autobus. Il prend son cellulaire pour contacter un ami. Quelques instants plus tard, Kevin Duquet et ses amis montent dans le même autobus. Jonathan Dulac était en discussion téléphonique sur un cellulaire avec un de ses amis et parlait d'un peu n'importe quoi. Et Kevin Duquet s'est mêlé de cette conversation-là. Je connais très bien Kevin. Je peux même voir la scène, même si j'étais pas là. Kevin, il a pris dans le même autobus que Jonathan Dulac. Puis malheureusement, il était assis à ses côtés, un à côté de l'autre.
Kevin Duquet naît le 5 novembre 1992 à Québec. Cadet de la famille, il a une sœur avec qui il entretient de très bons liens. Dès son plus jeune âge, Kevin montre plus d'intérêt pour les sports que les études, préférant les bancs des patinoires locales à ceux de son école. Kevin, c'était un petit clown. Ça a toujours été en se réveillant le matin, en sourire, en taquinant sa sœur. À l'école, la même chose. Il faisait tout pour faire rire le monde, finalement. Personne très sensible. Très humain aussi. Très sociable. Il aimait beaucoup les gens. Kevin est de moins en moins motivé par les études. Au secondaire, elles occupent une place lointaine dans ses priorités. Il préfère flâner avec ses amis et profite de la moindre occasion pour s'évader avec eux et délaisser ses cahiers d'exercice. En 2006, alors qu'il étudie en secondaire 3 dans une polyvalente d'Ancienne-Lorette, à l'ouest de Québec, Kevin décide d'abandonner l'école. Non, il n'aimait pas l'école. Il avait hâte de finir l'école pour soit faire de la mécanique ou dernièrement, les derniers mois, je pense qu'il voulait être opérateur de machinerie là. Moi, je détestais l'école, puis je pense que son père, il aimait pas plus ou moins l'école aussi. Ses parents n'ont donc d'autre choix que d'accepter la décision de Kevin et lui offrent tout le support qu'ils peuvent. Il faisait de la mécanique comme son père, fait de la menuiserie. Je lui ai appris à faire de la menuiserie, en fait, le patio, le cabanon. Peu importe ce qu'on faisait, il voulait y participer. C'était très, très, très manuel. Vrai bout en train, il n'hésite pas à s'amuser aux dépens d'inconnus et même à les intimider pour faire rire ses amis. Les parents de Kevin connaissent le caractère plutôt impertinent de leur fils. Mais ils y voient surtout une façon d'attirer le rire et l'attention. Kevin ne faisait pas ça pour faire du mal. Il était jeune, on posait un commentaire. Même au hockey, il a commencé à jouer au hockey. Quand il voyait qu'il n'y avait pas le dessus, il pesait 90 livres mouillés, il jouait au hockey, il se poussait dans les bandes, il avait peur. Mais c'est sûr qu'il passait des commentaires. Puis là, l'autre, quand il se mettait à patiner après pour le prendre, Kevin se mettait à courir et puis il faisait rire tout le monde. Mais c'était comme son but premier de faire rire le monde. Et souvent, on voit des intimidateurs qui ne sont pas des grosses brutes épaisses. Ce sont des gens qui utilisent l'intimidation pour maintenir leur code de popularité, pour maintenir leur statut à l'intérieur de leur groupe de pairs. À l'occasion, Kevin et ses amis fument de la marijuana et boivent de la bière. Ils se rejoignent alors au terminus Les Saules, tout juste à l'arrière de la maison des jeunes, où la consommation de stupéfiants et d'alcool est interdite. Que leur présence pouvait intimider d'autres jeunes. Le fait qu'ils soient là sur le terminus Les Saules, ça pouvait intimider d'autres jeunes ou même des adultes, des citoyens. Par contre, je pense pas que leur intention était nécessairement d'intimider les gens. Puis il est possible que quelques-uns d'entre eux aient intimidé d'autres jeunes dans le passé. Kevin ne rate pas une occasion de se faire valoir. Souvent, ses amis et sa famille trouvent qu'il en fait trop et l'avertissent de ne pas aller trop loin dans ses insolences. Il trouvait ça drôle, mais j'ai dit, Kevin, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas passer un commentaire banal comme ça, puis tu vas manger une claque sur le nez. Puis ça va arriver. Mais l'adolescent fait fi de la mise en garde de ses proches, sans se douter des répercussions de son comportement provocateur. Les jeunes ont tendance à ne pas percevoir la gravité que l'intimidation peut avoir. Je ne sais pas si ce groupe-là, en particulier, intimidait des gens intentionnellement. Mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, quand des jeunes intimident d'autres jeunes, ils n'ont pas conscience de la gravité de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui en est victime. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet monte dans l'autobus avec ses amis. Le groupe se dirige vers l'arrière de l'autobus. Ils sont bruyants. Kevin est alors intrigué par la conversation de son voisin, Jonathan Dulac, qui semble être en train de conclure une transaction de drogue. C'était des propos lâchés au téléphone, peut-être pour se valoriser, démontrer de l'importance dans l'autobus, puis narguer les autres, peut-être qui étaient alentour de lui en montrant que c'était quelqu'un d'important, puis tout ça.
Mais l'enquête a démontré qu'il n'y avait jamais eu des propos réels tenus à l'effet d'une future transaction de drogue ou d'un trafic de stupéfiants. C'était complètement canular, là, puis c'était une histoire inventée dans l'autobus, là. Kevin s'immisce dans la conversation. Il suggère à Jonathan la manière de négocier sa présumée transaction de drogue. Kevin Duquette prend part à la conversation et mentionne à M. Dulac qui est à côté de lui. Ben, dis-lui qu'ils viennent faire ça par avion, là, où il lâche une joke aussi concernant ce trafic de drogue potentiel qui se passe par téléphone. Et embarque à la discussion et dit à M. Dulac d'arrêter de parler de ça, que ça l'énerve. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Après seulement quelques instants, Kevin invite Jonathan à se battre à leur sortie de l'autobus. Il m'a dit que les jeunes y avaient dit tu seras pas le premier, tu es le troisième cette semaine qu'on passe à tabac, puis regarde, tu vas y passer aussi, là. Jonathan se dirige alors vers l'avant de l'autobus, dans l'espoir d'éviter la confrontation. Mais Kevin et sa bande le devancent et sortent avant lui. Jonathan tente de passer à côté du groupe quand Kevin le rattrape. Ce que personne n'a vu, c'est qu'un des jeunes a caché un couteau dans la manche de son manteau avant de sortir de l'autobus. Canal D, une division de Bell Media. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet, reconnu pour son tempérament provocateur, et Jonathan Dulac, victime d'intimidation durant son enfance, ont une confrontation dans un autobus. Kevin ne se gêne pas pour s'en prendre verbalement à des inconnus. Mais il ne sait pas à qui il a affaire quand il se moque de Jonathan. Jonathan est intimidé par Kevin et la présence de ses amis. Profitant d'un moment d'inattention, il sort un couteau. Dans l'autobus, M. Dulac avait préparé son couteau. Les couteaux étaient dans un sac au préalable. Il avait sorti le plus grand couteau, qui est un couteau de boucherie, l'avait placé dans son poing et dans sa manche et l'avait dissimulé. Prêt à toute éventualité, Jonathan se dirige vers l'avant de l'autobus. Il l'a mis dans sa manche parce qu'il avait peur de se faire piquer avec ou que la gang de jeunes saute dessus puis qu'il arrive de quoi de dangereux avec les couteaux. À ce moment-là, je peux pas dire si Jonathan il avait l'idée de s'en servir ou de leur faire peur ou quelque chose du genre. Il m'a jamais dit ça, en tout cas. Une fois rendu au terminus d'autobus Les Saules, la version des témoins qui est à l'intérieur voit M. Duquette sortir de l'autobus en premier. Kevin rejoint ses amis à l'extérieur, alors que Jonathan tarde à descendre, espérant éviter la confrontation. Anxieux, Jonathan descend enfin et s'éloigne du groupe. Mais Kevin le pousse pour le défier. Jonathan est pris de panique. Il se retourne et le darde d'un geste rapide. L'action est si précipitée que personne ne remarque l'attaque au couteau. Et c'est à ce moment-là que les témoins nous mentionnent que Jonathan Dulac s'est retourné d'un mouvement brusque et aurait frappé d'un coup de poing au niveau du thorax M. Duquette. Jonathan prend immédiatement la fuite et se réfugie dans un autre autobus. Kevin s'approche de la maison des jeunes qui jouxte le terminus d'autobus. Il enlève son manteau et découvre qu'il est gravement blessé. C'est alors que tous remarquent la grande quantité de sang qu'il est en train de perdre. Et le couteau s'est inséré directement là, au niveau du cœur et a frappé en plein thorax ou en centre-masse, le plus possible, un coup de couteau franc au niveau de la 6e côte et la 7e côte.
L'état de Kevin se détériore rapidement et ses amis commencent à s'affoler. Il tombe en arrêt cardiaque. Des témoins de la scène contactent alors le 911 et tentent de lui porter secours. Tout de suite après l'altercation, M. Dulac prend la fuite. Il se dirige dans un autre autobus qui est là, l'autobus numéro 80, monte à l'intérieur de l'autobus. Certains amis de Kevin ont remarqué que Jonathan s'est réfugié dans un autre autobus et s'en approche pour l'en faire sortir. Découvert, il sort de l'autobus et réussit à prendre la fuite juste au moment où les premiers patrouilleurs arrivent sur place. Les policiers sont arrivés sur les lieux après cet événement-là. Lui se sauve et après ça, on perd sa piste. Là. Donc, les policiers, eux, ce qu'ils font dans ce temps-là, étant donné que c'est un événement et un crime grave, communiquent avec leurs supérieurs. La section des crimes graves du SPVQ prend le contrôle de la scène de crime. Quand je suis arrivée sur les lieux ce soir-là, il y avait déjà de nombreux policiers sur la scène de crime et d'autres policiers qui interrogeaient les personnes témoins. C'est un policier qui, à mon arrivée, m'a expliqué que je ne pouvais pas accéder à mon bureau parce que il y avait eu une scène de crime sur le terminus Les Saules. Entre-temps, les ambulanciers transportent Kevin au centre hospitalier de l'Université Laval. Son état est critique. Les médecins découvrent qu'un de ses poumons et que son péricarde, l'enveloppe entourant le cœur, sont atteints. On alerte les parents de Kevin. Ils accourent au chevet de leur fils, mais ignorent encore la gravité de la situation. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé puis Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est un accident. Puis la première chose que j'ai pensé, c'est il a mangé une volée ou bien il a fait un accident de scooter. C'est les deux choses qui m'ont passé par la tête. Il dit, je sais pas. Ils n'ont rien voulu me dire. Il est au CHUL à Sainte-Foy. Sur la scène de l'agression, les enquêteurs continuent la recherche d'indices pouvant les mener à l'assaillant. Souvent, ce qu'on fait dans le début d'une enquête, on enquête la victime, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui en veut ou les relations dernièrement qu'il y a eu avec certaines personnes. On n'avait rien concernant M. Duquette qui pouvait nous amener à un suspect potentiel. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ils étaient en état de choc. Ils avaient de la difficulté à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils vivaient. Grâce aux indications des différents témoins, ils recueillent plusieurs preuves sur le terrain. Entre autres, des traces de pas et un couteau qu'on a trouvé plaire d'une résidence qui appartenait au suspect potentiel parce que c'était non loin des pistes qui partaient du terminus des Saules. Jonathan se serait départi de l'arme du crime non loin du terminus d'autobus Les Saules. À l'endroit où il a planté son couteau, les enquêteurs découvrent également son manteau, caché derrière un arbre. Les enquêteurs perdent ensuite les traces du suspect. Ils ont en main d'importants éléments de preuve. Mais parviendront-ils à retrouver l'agresseur de Kevin Duquet? Le 6 décembre 2009, à Québec, Jonathan Dulac poignarde Kevin Duquet à la sortie d'un autobus. Jonathan s'enfuit, laissant des éléments de preuve derrière lui. Kevin, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital où l'on craint pour sa vie. Le téléphone a ressonné, donc c'était le père de Kevin qui me demandait en criant « T'es où? T'es où? T'es où? » Et je m'approchais de l'urgence, je voyais le nom urgence et je voyais le 90 degrés corridor. Fait que j'ai dit « J'arrive, comme toi. » J'ai dit « Pis, qu'est-ce qu'il y a? » Fait que il m'a crié tout haut « Kevin est mort. » Kevin Duquet meurt des suites d'une importante hémorragie interne. À 18h, 2 heures après l'incident, la mère de Jonathan le découvre chez elle en forte discussion avec sa sœur. Elle ne comprend pas le sujet de leurs différends et demande des explications à sa fille. Puis il écoutait les nouvelles à la télévision. Puis là, ma fille a dit « Maman, il y a un petit gars qui est décédé au terminus Les Saules. »
Puis là, ben Jonathan, il dit, ben voyons, c'est impossible. C'est quoi, il a reçu un coup? Oui, je pense qu'il a reçu un coup, mais il est décédé. Fait qu'il dit, ben non, c'est impossible, il peut pas être décédé s'il a reçu juste un coup. Jonathan réalise alors que quelques heures plus tôt, lors de l'altercation entre lui et Kevin, le coup de couteau qu'il lui a donné a été fatal. Jonathan Dulac n'arrive pas à concevoir qu'il vient de tuer Kevin Duquet. Sous le choc, il demande à sa mère de l'emmener voir sa copine. Il était bouleversé, puis j'ai dit, bon, ben prends ton bagage, on va y aller. Il dit, je vais te raconter en roulant. Mais même en me disant ça, j'ai eu aucun soupçon, là, aucun. J'ai embarqué, puis je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il allait me raconter. Je voyais aucun rapport avec ce qui venait d'arriver aux nouvelles. En route, Jonathan raconte à sa mère en détail les événements qui viennent de se produire. J'ai pas posé beaucoup de questions parce que je comprenais pas, puis je réalisais pas non plus, loin de là. C'était quelque chose d'impossible. Puis j'ai dit, voyons, je comprends pas, je voulais qu'il m'explique. Fait qu'il m'a expliqué, il dit, j'espérais, il dit, j'y avais dit à Kevin, je veux pas me battre. Je veux sortir, puis je veux pas me battre. Puis il dit, j'espérais qu'il me toucherait pas, qu'il me laisserait tranquille, puis que je m'en irais peinard avec mon couteau dans ma manche, puis que j'allais réussir comme ça. Mais il dit, il est arrivé par en arrière, puis il dit, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas eu le temps de penser, ça s'est fait tellement vite. Il dit, j'ai donné un coup, puis il dit, là, il dit, ça a fait comme dans un film, comme au ralenti. Le geste de Jonathan était extrême. Et c'est un geste de protection. Il a réagi à une agression verbale et physique très légère que dans sa tête à lui, il lui a donné des proportions incroyables. Et à ce moment-là, il a réagi en fonction de la proportion que lui a donnée à ces gestes-là et non pas en fonction des gestes réels qu'il a reçus. Parce que quelqu'un qui nous insulte, on va lui répondre en l'insultant à la limite, pas en lui donnant un coup de couteau. Affolée, la mère de Jonathan n'arrive pas à croire ce que son fils lui raconte, jusqu'à ce qu'il passe devant la scène du crime. On passait à côté, puis il était assis à côté de moi. Puis il dit, maman, on est peut-être mieux de pas arrêter, c'était la lumière rouge. J'ai dit, voyons, on va pas en plus passer sur la lumière rouge. Là, je comprenais pas, j'étais tellement... Puis on pleurait tous les deux dans l'auto, j'arrivais pas à comprendre trop, mais je continuais. La mère de Jonathan le laisse au centre hospitalier Saint-Sacrement, où sa copine est hospitalisée. Il tient à passer ses derniers instants de liberté avec elle. Quelques heures plus tard, il contacte sa mère pour aller se livrer aux autorités. C'est vers 11h30 le soir que le suspect s'est présenté à la centrale du Parc Victoria, accompagné de sa mère et d'un avocat également, pour venir se livrer concernant l'événement qui s'était passé plus tôt dans la soirée. Les personnes ont été rencontrées par des enquêteurs différents et le suspect, lui, a été placé en cellule en attendant qu'une équipe d'enquêteurs ait le rencontré. Le lendemain matin, à 5h30, 2 enquêteurs amènent Jonathan dans une salle d'interrogatoire. C'est une entrevue qui dure quand même près de 3 heures, où, en entrée de jeu, les enquêteurs, bien entendu, posent des questions pour avoir le plus de bagages possible concernant sa vie, ses antécédents, comment ça se passe. Les policiers découvrent que Jonathan a lui-même été longtemps victime d'intimidation, jusqu'au jour où, en 5e année, il a décidé de réagir. Cette fois-là, il décide de se défendre en se jurant que plus personne n'aura ce genre d'emprise sur lui. Il comprend alors qu'il y a 2 camps, celui des agresseurs et celui des victimes. Jonathan entre au secondaire avec ce lourd bagage. Avec le temps, il se forge une identité un peu marginale. De nature timide et réservée, il préfère la solitude à la compagnie de ses pairs. En 2005, les parents de Jonathan divorcent. L'adolescent prend très mal cette séparation et se désinvestit des relations familiales. Il commence alors à fumer régulièrement de la marijuana et à boire de l'alcool. Il déambule parfois de longs moments, seul dans la rue.
Lui, ce qu'il voulait, c'est aller vivre dans le bois seul avec sa conjointe, puis tuer ses propres animaux pour survivre. Il avait mentionné à ses parents qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde sur la Terre, qu'on devrait en éliminer. D'aller vivre dans le bois, de se retirer de la société, c'était assurément un signe qu'il en était rendu à considérer l'ensemble de la société comme étant menaçante pour lui et qu'il préférait s'en retirer. Jonathan semble, dans son parcours, un peu jeune pour prendre ce genre de décision-là, ce qui fait qu'on peut penser que sa santé sociale était relativement en mauvais état au moment où il annonçait ce type d'intention-là. Il est probable que Jonathan aurait pu bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant, quel qu'il soit, un intervenant en milieu scolaire, un travailleur de rue, un intervenant en maison de jeunes. Je pense que tous les jeunes devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant pour cheminer au travers des épreuves auxquelles il fait face ou des défis auxquels il fait face. La mère de Jonathan perçoit sa détresse et tente de l'aider en s'intéressant à son univers. Elle participe même à un jeu médiéval où Jonathan semble trouver refuge. C'est un monde de roleplay, c'est un monde théâtral, c'est un monde où ils sont en marge de la société, où ils sont en recul un petit peu et où ils vivent, tout va bien, tout est beau. Puis je pense que quand ils vivaient dans ces mondes de fin de semaine-là, peut-être que c'est ce qu'ils auraient voulu pour vrai. Malgré les tentatives de rapprochement de sa mère, Jonathan se fait de plus en plus distant. Il commence alors à squatter chez des gens qu'il rencontre. Et lorsqu'il revient chez sa mère, son attitude est des plus cavalières avec elle. Sans jamais user de violence directement contre sa mère ou ses sœurs, Jonathan n'hésite pas à briser des objets pour manifester sa colère. Les signes que Jonathan envoyait étaient plus des signes de détresse personnelle que des signes de violence à venir. Cette détresse-là se manifestait de façon violente, mais se manifestait rarement ou jamais envers des individus. Il lançait des objets, il criait, il tapait du pied, il frappait dans des murs. En secondaire 4, les problèmes de Jonathan se répercutent sur son intérêt envers les études. Déprimé, il décroche et commence à adopter un style de vie plus anarchique. Jonathan augmente sa consommation de drogue. Sa mère s'inquiète et tente de chercher de l'aide professionnelle. J'en avais parlé à un psychologue quand j'ai fait tous mes appels. Je lui disais que Jonathan, il y avait des conversations du genre il y a trop de monde sur la Terre, il y a trop d'autos, ça n'a pas de bon sens. Puis on m'a répondu, puis à 2 reprises, « Faites-vous-en pas, madame, les jeunes de cet âge-là, ils parlent rien que de ça. » Le monde me disait « On ne peut pas intervenir. » Puis il y en a même qui m'avaient répondu la seule chose qui pourrait vous aider, c'est que si jamais il fait quelque chose d'anormal, de pas correct, appelez le 911. » Puis je me disais, voyons, appelez le 911. En 2008, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Jonathan fait la rencontre d'une fille dont il tombe follement amoureux. Il retrouve un bonheur qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. La même année, il s'inscrit à une école de boucherie. Les inquiétudes de sa mère s'apaisent. Mais le bien-être de Jonathan est de courte durée. Sa copine souffre d'un trouble de personnalité limite qui la rend instable émotionnellement. Chicanes et réconciliations deviennent fréquentes et pèsent lourd sur le moral déjà fragile de l'adolescent. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs tentent d'établir un lien de confiance avec Jonathan. Il mentionne aussi aux enquêteurs qu'il a un mal de vivre depuis maintenant au moins 6 mois. Il dit qu'il avait envie de se suicider, qu'il était tanné de vivre. 6 mois avant le meurtre, Jonathan et sa copine ont une terrible dispute. Il s'était chicané avec sa copine parce qu'elle voulait s'en aller, puis elle m'a appelé. Puis elle m'a dit, « Sonia, Jonathan, je pense qu'il est en crise. Je m'en vais, puis il veut pas, puis il est en train de casser des affaires dans la maison. » Puis
Là, j'ai demandé à sa copine, est-ce que t'as peur? Puis elle m'a dit non, mais il va pas bien. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, on va aller le trouver. Puis là, ben, mon conjoint de l'époque m'avait dit, non, on va pas le trouver. T'appelles le 911, c'est le temps, c'est là. Fait que j'ai appelé le 911 et ça m'a pris tout mon petit change. La mère de Jonathan appelle à l'aide et demande aux autorités de se présenter à l'appartement de son fils afin de lui porter secours et de s'assurer qu'il ne commette aucun geste grave. Elle se rend également chez Jonathan pour soutenir son fils en état de crise. Même s'il n'a jamais usé de violence à l'endroit d'un proche, se pourrait-il que Jonathan Dulac souffre de troubles mentaux qui le conduiront à commettre le meurtre de Kevin Duquet? Après avoir cherché plusieurs fois du secours afin de venir en aide à son fils en détresse, la mère de Jonathan Dulac se résout à avoir recours aux policiers. La femme est déchirée par sa décision. Lorsqu'elle assiste à l'intervention policière, elle ne peut réprimer sa peine. Il m'a regardé, il avait pas l'air de comprendre. J'avais l'impression de le trahir. Fait que j'ai embarqué dans l'auto de police avec Jonathan, puis j'ai essayé de le rassurer, puis de dire que ça allait bien aller, puis que c'était juste pour évaluer s'il faisait une petite dépression ou quelque chose. Les policiers conduisent Jonathan à l'hôpital, où on le soumet à plusieurs examens. Les médecins concluent qu'il ne souffre d'aucune pathologie. Et dès le lendemain, il reçoit son congé. Je me suis dit, ben donc, il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas. Jonathan, il va falloir qu'il vive sa peine, puis qu'il vive ça à tous les jours, puis qu'il essaye d'être heureux tout seul. Puis j'avais l'impression d'avoir aucun pouvoir, de ne pas pouvoir rien faire. 3 mois avant le meurtre, Jonathan devient de plus en plus perturbé. Le 30 septembre, incapable d'endurer plus longtemps ses excès de colère, sa copine décide de rompre avec lui. Ébranlé, il profère des menaces de suicide et d'homicide. Alertée, la mère contacte les autorités une 2e fois. J'ai rappelé le 911. Puis là, je les ai dit, j'ai mis le paquet. J'en ai mis plus que pas assez pour qu'ils viennent la chercher. Puis je me disais peut-être qu'ils vont regarder encore, puis qu'ils vont faire quelque chose. Ils se sont rendus chez Jonathan et sa conjointe et ont procédé à l'arrestation à l'intérieur des troubles à ce moment-là là, qui leur semblaient de nature mentale pour le conduire à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un médecin. Et lors du transport en ambulance, Jonathan a demandé aux policiers de lui tirer une balle dans la tête pour qu'il en finisse. Malgré les idées suicidaires de Jonathan, l'équipe soignante en vient encore à la même conclusion. Il ne souffre d'aucun trouble. Je suis allée le retrouver à l'hôpital. Puis là, il m'a dit, maman, il dit ça, faut que tu me sortes d'ici. Parce qu'il dit, je pourrais pas te faire ça. Fait que quand je suis allée voir le psychologue avec lui à l'hôpital, le soir même qu'il est rentré. Puis le psychologue, il m'a dit, on peut rien faire, Jonathan, il est correct. Il est juste down, puis il dit, on a passé un pacte. Il atteindra pas à sa vie, puis il fera rien, puis vous pouvez le ramener. Fait que je suis repartie avec Jonathan. Là, à l'hôpital, ils n'ont pas le choix. Ils doivent respecter le fait que si la personne décide qu'elle ne veut pas de traitement, elle peut s'en aller. Mais dans le cas présent, c'est un jeune qui allait tellement mal qu'il n'était même plus capable de décider adéquatement pour lui. Il avait besoin de soins, mais il n'était pas capable de le demander. Pendant les 2 mois suivants, à la grande surprise de sa mère, l'état de Jonathan s'améliore. Je trouvais que là, il prenait du mieux. Il prenait du mieux, il était plus heureux, il était pas encore à sa forme totale. C'est sûr que s'il faisait une petite dépression, c'est pas en 2 mois que tu règles tout ça. Le 4 décembre 2009, 2 jours avant le meurtre, Jonathan emprunte des couteaux à un de ses amis de l'école de boucherie pour se pratiquer avec des outils de travail de qualité supérieure. Il les aiguise.
2 jours plus tard, alors qu'il doit rendre les couteaux à son ami, le hasard le met sur la route du jeune Kevin. Le 7 décembre 2009, Jonathan Dulac dévoile aux enquêteurs les raisons qui l'auraient poussé à poignarder Kevin Duquet. Intimidation, pensée suicidaire et émotions instables l'auraient fait réagir aux provocations de l'adolescent. Toujours incarcéré au poste de police du parc Victoria à Québec, Jonathan est officiellement accusé de meurtre non prémédité. Qu'il se soit rendu si rapidement dans les 24 heures après l'incident, pour moi, c'est un indice qu'il a réalisé la portée de son geste. Donc, il est sensible, qu'il a des répercussions au geste qu'il a posé. C'est aussi un signe qu'il est prêt à en être responsable. Fait qu'on est en présence de quelqu'un qui, malgré la violence de ce qui a été vécu, puis malgré l'ensemble de son développement, c'est encore quelqu'un qui réfléchit. Le 29 janvier 2012, plus de 2 ans après les faits, Jonathan Dulac plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Le 15 février, il écope d'une peine de prison de 10 ans. Je pense qu'il y a un petit bout d'école de la vie là-bas quand même qui va aider Jonathan à, pas à redresser, mais à apprendre peut-être ce qu'il n'a jamais appris, là. Le tragique événement restera gravé à jamais dans la mémoire des proches de Kevin. On a vu Kevin. On a naturellement enlevé son drap sur son corps. Il est encore intubé. Il a les yeux ouverts. J'ai perdu un petit peu la notion du temps parce que, bon, je le flattais, puis là, on m'avertissait que j'avais pas le droit de le toucher. La mort de Kevin Duquet sème la consternation. Parents et amis se recueillent à sa mémoire chaque année à la Maison des Jeunes. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ont été extrêmement troublés de cet événement-là, bouleversés. Pour plusieurs d'entre eux, ça a été un cheminement très, très long avant de cesser de revoir ces images-là, avant de pouvoir penser à leur vie puis se recentrer sur leurs objectifs. Un deuil, c'est difficile à tout âge. Puis je pense qu'un deuil dans l'adolescence, c'est encore plus difficile parce que notre réseau change beaucoup. Nous-mêmes, on est en changement. Donc peut-être que nos bases sont un peu moins solides pour passer au travers d'un deuil, là. Donc pour plusieurs d'entre eux, ça a été un processus très difficile et très long. Mon fils méritait pas de mourir de cette façon-là. Il n'y a pas personne qui mérite de mourir de cette façon-là. C'est pas la violence qui règle les choses. On ne devrait jamais sous-évaluer le danger que représente une simple bravade parce qu'on ne connaît jamais l'état d'esprit de la personne à qui on s'attaque. En présence d'un intimidateur, certaines victimes pourraient revivre des traumatismes et commettre l'irréparable. On se doit d'intervenir, autant auprès des victimes d'intimidation en les encourageant à briser le silence, qu'auprès des intimidateurs pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes. Je trouve que Jonathan, même s'il vit des choses difficiles, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux qu'il soit encore là. Vivez le moment présent avec vos enfants. Vivez au jour le jour. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dites-leur que vous les aimez. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?